Et si la compétence la plus cruciale pour réussir dans la vie, ce n'était ni le talent, ni même l'intelligence pure, mais tout autre chose. Aujourd'hui, on explore l'intelligence émotionnelle, le fameux QI. C'est cette force un peu invisible qui pilote nos relations, notre carrière et même notre santé. En fait, c'est ce qui fait la différence entre subir sa vie et la maîtriser vraiment. Allez, on se met en situation. La critique tombe, comme un coup près. Le cœur qui s'emballe, le sang qui monte aux joues. C'est quasi instantané. Cette réaction, qu'on a l'impression de ne pas contrôler, c'est justement le cœur du sujet. Pour piger comment on peut reprendre le contrôle, il faut d'abord se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment précis? Bon, pour qu'on parle bien de la même chose, définissons rapidement ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Le but, ce n'est pas du tout d'étouffer ses émotions, hein. Au contraire, c'est plutôt de les comprendre. C'est une sorte de danse entre se comprendre soi-même et comprendre les autres. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, ce n'est pas un don inné. Non, non, c'est une compétence. Et ça s'apprend. Et attention, ce n'est pas une petite compétence secondaire. Daniel Goleman, qui est un peu le pape du sujet, l'a décrit comme une métacompétence. Pour faire simple, imaginez que c'est le système d'exploitation de notre cerveau. Notre QI, ce serait la puissance du processeur, mais le QE, c'est le logiciel qui fait que tout fonctionne bien ensemble. Sans un bon QE, même le meilleur QI peut planter. Allez, on va voir un peu comment ça marche sous le capot. Pour comprendre comment maîtriser nos réactions, il faut d'abord comprendre pourquoi elles nous échappent. Et tout ça, c'est une histoire de deux esprits qui se tirent la bourre dans notre cerveau. Alors, voilà nos deux protagonistes. D'un côté, l'esprit émotionnel. Lui, c'est notre premier secours. Il est ultra rapide, intuitif, il est câblé pour la survie. De l'autre côté, on a l'esprit pensant. Il est plus lent, plus réfléchi, c'est lui qui analyse, qui logique. Le problème, c'est que l'esprit émotionnel a toujours une longueur d'avance. Et c'est dans ce tout petit décalage que tout peut déraper. Et c'est là, pile à ce moment-là, que se produit ce qu'on appelle un détournement émotionnel. Imaginez, l'info de la critique de notre boss arrive. Dans le cerveau, elle prend deux routes. Une voie express directe vers notre centre émotionnel et une autoroute un peu plus lente vers notre centre logique. Le centre émotionnel reçoit le message en premier et tire l'alarme incendie. C'est pour ça qu'on sent la colère monter avant même d'avoir eu le temps de se dire « Attends, cette critique est peut-être constructive ». Alors, comment on fait pour reprendre le volant? La clé, c'est de créer un petit espace-temps. Ces 6 secondes, ce n'est pas de la magie, hein, c'est une pause biologique volontaire. C'est juste assez de temps pour que les hormones du stress, comme l'adrénaline, commencent à se calmer. Et surtout, pour que notre esprit pensant, le logique, arrive enfin sur les lieux de l'accident. Ok, maintenant qu'on a compris la mécanique, passons à la pratique. La boîte à outils. L'idée, ce n'est pas d'ignorer les émotions difficiles. Elles ont toutes quelque chose à nous dire, mais d'apprendre à y répondre de manière plus saine et constructive. Prenons la colère, par exemple. C'est une émotion particulièrement piégeuse. On a tous entendu ce truc de laisser sortir la vapeur, de taper dans un coussin, non? Eh bien, les études montrent que c'est la pire chose à faire. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. En fait, en faisant ça, on s'entraîne à être en colère. Alors comment on éteint un incendie au lieu de l'attiser? La clé, c'est de court-circuiter la rumination. Chaque fois qu'on repasse la scène en boucle dans sa tête, on creuse un peu plus le sillon neuronal de la colère, littéralement. Il faut faire dérailler ce train de pensée. Se lever, changer de pièce, écouter de la musique. Le but, ce n'est pas de faire l'autruche, mais de casser l'emprise de l'émotion sur le moment, pour y revenir plus tard, avec les idées claires. Et pour l'anxiété, cette émotion qui nous aspire dans des scénarios catastrophes futurs. Pour en sortir, il existe une technique d'ancrage hyper efficace. Cet exercice, il force notre cerveau à revenir dans le présent, à se concentrer sur nos sens, et ça court-circuite la boucle de l'inquiétude. C'est un moyen très puissant de se reconnecter à la réalité ici et maintenant. Face à la tristesse, qui nous donne souvent l'impression d'être complètement impuissant, l'antidote, c'est l'action. Et attention, pas besoin de gravir l'Everest, des victoires minuscules suffisent. Ranger son bureau, finir un chapitre de livre. Chaque petite réussite envoie un message au cerveau. Je suis capable, je peux agir. C'est comme ça qu'on reconstruit, brique par brique, le sentiment de contrôle. Bon, maintenant, appliquons tout ça à un domaine, disons un peu miné, nos relations avec les autres. La façon dont on donne et on reçoit une critique, ça peut soit construire un pont, soit ériger un mur. Alors là, attention, voilà un outil d'une puissance redoutable, la formule XYZ. Au lieu de lancer un « t'es toujours en retard, c'est un manque de respect », qui est une attaque frontale, on utilise la formule. Quand tu arrives en retard à nos rendez-vous X, je me sens frustrée parce qu'on perd du temps précieux Y, et je préférais qu'on essaye d'être là 5 minutes en avance Z. On voit la différence? On passe de l'accusation à la discussion. Ça change absolument tout. Et cette capacité à communiquer de manière constructive, c'est le cœur même du leadership.
Comme le dit Goleman, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui persuade, qui inspire, qui fédère. Et ça repose à 100% sur la capacité à comprendre et à se connecter aux émotions de son équipe. Et l'impact de tout ça, il va bien au-delà de nos conversations de tous les jours. Ça a des conséquences énormes, vraiment, sur le long terme, sur notre santé physique et sur la façon dont on élève la nouvelle génération. Ce chiffre, il est dingue. Moins 44%. C'est la réduction du risque de faire une deuxième crise cardiaque pour les patients qui ont appris à gérer leur colère et leur stress. Et attention, là, on ne parle pas de pensée positive ou de zen attitude. Non, c'est de la pure biologie. Nos émotions chroniques, ça se traduit par de l'inflammation, de la tension. Gérer ces émotions, c'est littéralement prendre soin de son cœur. Et cette protection, elle n'est pas seulement interne. La qualité de nos relations, qui dépend directement de notre QE, est un facteur de santé majeur. La comparaison fait froid dans le dos. Pour un homme, être socialement isolé est aussi dangereux que de fumer un paquet par jour. Nos amitiés, nos relations proches, c'est un véritable bouclier biologique contre le stress. Et tout ça, ça commence dès le berceau, en fait. Les enfants sont de véritables éponges émotionnelles. Ils n'apprennent pas de ce qu'on leur dit, mais de ce qu'ils ressentent venant de nous. Gérer nos propres émotions, ce n'est donc pas un acte égoïste, c'est un des plus grands cadeaux et une des plus grandes responsabilités qu'on a envers eux. Le truc, c'est que notre système scolaire a tendance à se focaliser sur une ou deux formes d'intelligence, souvent logico-mathématiques. Mais la théorie des intelligences multiples nous rappelle qu'il y a plein de façons d'être brillant. Et regardez bien les deux dernières de la liste. Interpersonnel, c'est comprendre les autres, et intrapersonnel, c'est se comprendre soi-même. Ce sont les deux piliers de l'intelligence émotionnelle. Et elles sont tout aussi cruciales. Parce que nos émotions, elles ne restent pas sagement à l'intérieur de nous. Elles sont contagieuses. Cette étude est folle. 2 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour que l'humeur d'une personne déteigne sur une autre. Ça veut dire que chaque fois qu'on travaille sur notre propre équilibre, on ne fait pas que s'aider soi-même. On envoie une onde qui peut littéralement changer la journée de quelqu'un d'autre. Pour résumer tout ça, bien sûr, notre passé, notre tempérament, ça joue un rôle. Mais ce n'est pas une fatalité. Le point absolument crucial, c'est que l'intelligence émotionnelle nous donne le pouvoir de choisir notre réponse. Et c'est dans ce tout petit espace de choix que réside notre pouvoir de façonner notre vie. Alors, on se quitte avec cette question en tête. Si chaque émotion, chaque réaction est un coup de pinceau sur la grande toile de notre vie, quel tableau est-on en train de peindre, là, aujourd'hui? La réponse, elle est entre nos mains.